On va attaquer une nouvelle présentation. Donc on va s'orienter vers les fonctions biogéochimiques des zones humides. Donc on va remonter un petit peu sur les systèmes atterris et notamment des écosystèmes prairiaux. Donc on voit depuis hier que les programmes qui sont en train de se terminer et qui sont en cours et qui, j'espère, commenceront bientôt, eh bien permettent d'alimenter un certain nombre de connaissances sur les écosystèmes connexes aux fleuves. Et donc, l'idée maintenant, c'est d'essayer d'élargir aussi ces connaissances. Donc, on a vu avec le projet Ferré une zone un peu resserrée sur la réserve de l'estuaire. Et l'idée, évidemment, c'est d'extrapoler un petit peu ces connaissances et de voir un petit peu plus loin, à l'échelle plus de l'estuaire aval, et voir comment spatialement tout ça se structure et éventuellement aussi avoir une idée de comment ça peut évoluer dans le temps. Donc, on a nos collègues Clémence Roseau donc de IC et puis Sébastien Rapinel donc de l'Université de Rennes, l'ETG, donc c'est Rennes 2, qui vont nous présenter les résultats préliminaires, on peut dire ça, du projet CAFES, donc qui veut dire Cartographie des fonctions écologiques des zones humides de la vallée estuarienne de la Seine. Donc, je vous passe la parole et on aura quelques minutes pour poser quelques questions. Ok, merci, bonjour à tous. Déjà, on n'est pas tous les deux à travailler sur ce projet. On est toute une équipe en fait, d'experts divers et variés, chacun dans notre domaine. Et c'est un peu ça en fait, qui va faire la force de ce projet. Chacun apporte ses billes dans tous ces domaines. En fait. Donc voilà, Ecobio, Tour du Vala, Époque, Métis, Tétis, ça regroupe une équipe très interdisciplinaire. Et c'est la force majeure en fait, de ce projet-là, on va dire. Donc il a commencé en 2022 et il va se finir fin 2024. Donc là, on est en plein dedans en fait. Donc les résultats qu'on va vous présenter, c'est des résultats préliminaires sur nos réflexions et sur notre avancée actuelle. Donc en fait, le contexte de ce projet, c'est simplement un besoin en fait, d'informations spatialisées sur les fonctions des zones humides, donc, qui sont des habitats avec une dynamique très très importante. Et donc en fait, le suivi impliquerait en fait, des coûts très très coûteux. Et en fait, avec comment l'émergence en fait, de nouveaux outils tels que la télédétection, les images satellites, le LIDAR, etc. Et l'importance en fait, de l'open data, donc les données ouvertes à tous, en fait, on arrive à avoir des nouvelles techniques qui vont pouvoir nous aider à appréhender, étudier notre environnement de manière tout à fait nouvelle. Et donc, avec tout ça, on a 3 objectifs principaux. Le premier, ça va être donc de caractériser en fait, les zones humides de la Seine à échelle très fine. Le deuxième, ça va être donc de suivre les dynamiques intra- et interannuelles des fonctions, des fonctions donc, et de la végétation et de l'hydrologie des zones humides. Et le troisième, donc le but de tout ça à la fin, ça va être donc d'avoir des cartographies des fonctions biogéochimiques des zones humides à partir donc des données de télédétection. Donc en fait, ces objectifs ils nous ont amenés à nous poser une question principale et donc essentielle dans ce travail, c'est comment on cartographie les dynamiques spatio-temporelles des fonctions biogéochimiques des zones humides, estuariennes en particulier. Dans cette question principale, on s'est posé également 2 sous-questions, à savoir comment spatialiser donc, les gradients de salinité, de trophie, d'humidité au sein de ces zones humides. Et comment les fossés en fait, conditionnent-ils les flux au sein de ces zones humides également. Des fossés qui sont quand même assez importants aussi. Donc en fait, articulé donc, autour de ces 3 objectifs, on a mis en place une approche globale. Donc la base de cette approche-là, ça va être la collecte de données. Donc en 2022, il y a eu une grande campagne terrain de collecte de données de végétation sur toute l'emprise de notre site d'études. Et courant 2023 et encore actuellement, à savoir l'équipe biogéochimiste qui réalise encore cette campagne terrain sont actuellement sur le terrain. Ils ne sont pas avec nous.
Et donc, on a 2 grandes campagnes terrain voilà, sur 2 volets différents. Et on a également une grosse partie qui s'est effectuée de collecte de données diverses et variées, donc télédétection, pluviométrie. On a aussi profité du LIDAR qui a été acquis par le GIP en 2022. Et en fait, toutes ces données vont servir, ont été collectées par les équipes adéquates, donc chacun expert dans leur domaine. Et elles vont servir donc à calculer des déterminants, des indicateurs, en fait, des fonctions biogéochimiques de ces zones humides-là. Donc, par exemple, il va y avoir donc, simplement des cartes d'occupation du sol ou des cartes d'humidité, des cartes de végétation, et ce qui va nous permettre aussi de spatialiser les zones humides. Donc, on détermine également les unités dans lesquelles vont s'exprimer de manière homogène les fonctions des zones humides. Donc, ça s'appelle les HGMU. Donc, c'est les unités hydrogéomorphologiques. Donc, c'est simplement les unités spatiales dans lesquelles ces fonctions s'expriment de manière homogène. Donc, chacun de ces déterminants est pareil calculé par les experts adéquats, hein, chacun son domaine de prédilection, on va dire. Et en fait, le but ultime, et qui est aussi tout l'élément de recherche en fait, de ce projet-là, ça va être donc d'avoir de manière spatialisée une évaluation des fonctions biogéochimiques, donc à savoir le stockage de carbone et la dénitrification. Et à la fin, on va faire également un volet de validation de tout ce travail-là, en fait, basé aussi sur le terrain qui est également en train de se faire. Donc les données en fait, qu'on a récupérées d'observation de la Terre sont principalement des données d'images satellitaires ou des dérivés de ces images satellitaires. Donc on a des différentes images avec différentes résolutions spatiales. Par exemple, les images Sentinelle-2, en fait, elles ont un pixel donc, qui représente un carré de 10 mètres sur 10 mètres. On a des images POT qui ont un pixel de 1,50 m sur 1,50 m. Donc on a vraiment une multi-résolution spatiale, on va dire, à différentes échelles. La force aussi de cette méthode-là, c'est que les données, autant d'observation de la Terre et d'observation de terrain, elles ont été prises de manière contemporaine. Donc comme ça, en fait, la calibration des modèles et la comparaison des données va être beaucoup plus simple. Et on en profite également de la donnée LIDAR, donc, qui a permis le calcul de données à 1 mètre de résolution spatiale. Et concernant les données terrain, donc, il y a 2 grands volets, les données de relevé de végétation. Cette campagne terrain elle a permis de recueillir plus de 900 relevés phytosociologiques. Donc c'est quand même une base de données très très importante. Et la personne qui a effectué ce terrain-là a également bancarisé plus de 1900 relevés terrain issus de bases de données existantes pour constituer, in fine, après analyse de tous ces relevés, une base de données de plus de 1900 relevés conservés, en fait. Donc ça, c'est une banque de données qui est conséquente et très, très, très importante pour la base de notre travail. Et cette base de données-là, en fait, elle va servir à la calibration en fait, du modèle de cartographie pour la carte de végétation. Et concernant les mesures biogéochimiques qui sont effectuées, donc en fait, on a sélectionné 5 sites sur toute la zone d'étude. Donc l'île aux Moines, Hortoville, le site d'Hydroscan, Petiteville et le site de Ferré, dont on a beaucoup entendu parler durant ces derniers jours. En fait, ces sites, ils ont été choisis pour... en fait, il y a beaucoup de données disponibles dans tous ces sites-là. Et ça va favoriser également la calibration et l'usage de toutes les données mélangées pour avoir à la fin l'évaluation des fonctions, quoi. Et donc ces données-là de biogéochimique, elles vont être utilisées pour la calibration et la validation des modèles de cartographie des fonctions. Et donc je vais passer la main à Sébastien pour les résultats préliminaires. Merci. Alors, voici quelques illustrations de résultats préliminaires. Alors, tout d'abord, la carte des HGMU, des unités hydrogéomorphologiques. Celles-ci, elles ont été dérivées de données LIDAR et elles permettent de découper les zones humides en unités fonctionnelles homogènes. Donc, vous avez en haut à droite un bloc diagramme qui vous présente de façon théorique le découpage ici en une dizaine d'HGMU sur une petite vallée alluviale.
Et ce découpage permet notamment d'identifier les zones à fort enjeu de conservation ou de restauration. Et sur la figure en bas à droite, vous avez l'application sur la réserve naturelle de la Seine. Le fond, donc en fond, vous avez une variable topographique dérivée du lidar, et vous avez les polygones, donc toutes les lignes qui décrivent les contours des polygones. Donc un polygone est égal à une HGMU. Et chaque polygone est aussi caractérisé par rapport à sa position relative au voisinage, à savoir si on est dans une bosse ou dans un creux. Parce que ça va avoir des conséquences très importantes sur les fonctions des zones humides. Alors voici un autre résultat préliminaire, c'est donc la carte des végétations, dérivée des images SPOT 6-7, ainsi que de variables environnementales qui sont dérivées du lidar, de la microtopographie lidar, et également des variables de hauteur de végétation et de structure de la végétation qui sont dérivées du nuage de points lidar. Et donc cette carte-là elle a été réalisée par modélisation avec des méthodes d'intelligence artificielle. Et donc effectivement, on a utilisé les 1900 relevés terrain phytosociologiques, ce qui a permis de calibrer ce modèle et d'avoir une estimation de l'incertitude du modèle. Et cette carte-là que vous voyez à droite, donc c'est un exemple, un zoom sur le marais Vernier. Elle a été produite sur tout l'estuaire de la Seine. Enfin, quand nous on parle d'estuaire, ça va de Rouen jusqu'au Havre. Donc on a une résolution spatiale très fine, on a 2 mètres, et donc on a une typologie qui suit le prodrome des végétations de France, donc c'est une typologie phytosociologique. Et l'intérêt de cette typologie très détaillée, c'est qu'on peut dériver des bioindicateurs sur la salinité, le niveau de trophie ou le niveau d'humidité par exemple. Et donc ça va normalement renseigner effectivement l'intensité des processus biogéochimiques qui se déroulent dans ces zones humides. Donc ces cartes-là, elles ont quand même l'avantage principal, c'est que ça permet d'avoir une caractérisation fine des conditions abiotiques des zones humides via la végétation. La limite, c'est que cette cartographie elle repose sur une modélisation prédictive et donc elle contient une part d'incertitude. Alors un autre résultat intermédiaire, c'est la cartographie d'humidité du sol. Donc cette carte, ce produit-là, cet indicateur-là, a été dérivé par l'INRAE à partir de données Sentinel 1 et 2, donc des séries temporelles satellitaires qui sont acquises dans le mode multispectral et radar. Donc on a comme ce sont l'intérêt des images radar, c'est qu'on a eu des observations temporelles régulières. Elles sont assez peu affectées par le couvert nuageux. Et donc ça permet de dériver un suivi de l'humidité à une échelle infraparcellaire avec un pas de temps mensuel. Donc ça c'est assez novateur. À droite vous avez un exemple sur donc là c'est sur la partie aval de l'estuaire, sur la situation en janvier et en juin. Et donc vous voyez qu'en janvier, la situation est logiquement plus humide qu'en juin. Donc l'apport de cette couche, de cet indicateur, c'est sa forte résolution temporelle. Et puis également une information originale sur l'humidité de surface du sol, qui était jusqu'à présent peu connue. Par contre, l'incertitude, c'est que c'est un produit qui est assez nouveau, et donc on a une incertitude qui peut parfois être assez élevée. Et pour l'instant, ce type d'indicateur n'est réalisable que dans les milieux prairiaux. Alors, un autre indicateur, c'est la carte de fréquence annuelle d'inondation, réalisée par la Tour du Valat. Donc à partir de séries temporelles Sentinel-2 et Landsat, donc des séries temporelles multispectrales. Et donc ça permet de caractériser l'hydrologie de surface à une résolution spatiale comprise entre 10 et 30 mètres. Et sur la figure de droite, vous voyez deux extraits. En haut, c'est sur le marais Vernier, et en bas, sur la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine. Et donc les couleurs, quand vous avez des couleurs, quand c'est transparent, c'est qu'il n'y a a priori pas d'inondation. Et quand vous avez des couleurs rouges, c'est faible, c'est assez peu souvent inondé. Et quand ça tend vers le bleu, le vert, c'est très, très longuement inondé. Voilà.
Et donc, je pense que ces cartes-là doivent parler aux écologues, parce qu'on doit retrouver normalement le patron de la végétation. Et donc, l'apport et les limites de cette couche-là, eh bien, l'apport, c'est sa forte résolution spatio-temporelle, 10 mètres tous les 2 fois par mois. Et son inconvénient, ça a déjà été évoqué dans une présentation précédemment, c'est que ça ne permet pas de détecter les zones qui sont très faiblement inondées, c'est-à-dire avec une profondeur inférieure à 5 à 10 cm. Et un dernier résultat préliminaire, c'est la carte de productivité primaire annuelle nette, qui a été générée ici par l'Université de Rennes 2, à partir d'une série temporelle Sentinelle-2. Et donc cet indicateur-là, il permet de renseigner sur le stockage de carbone sur une année, stockage de carbone potentiel. Et donc la figure vous montre, toujours sur le Marais Vernier, un exemple avec des valeurs. Donc les valeurs bleues, ce sont des valeurs faibles, donc ça correspond aux surfaces en eau généralement et aux zones de culture. Et puis les surfaces les plus élevées ont des teintes jaunes et correspondent essentiellement à des zones de prairies permanentes, prairies naturelles. Voilà. Et donc l'apport de cette couche-là, eh bien, c'est sa forte résolution spatiale, qui est à 10 mètres. Et l'intérêt aussi, c'est de pouvoir la répéter dans le temps, d'une année à l'autre, pour voir les variations au cours entre plusieurs années, qui peuvent être expliquées par le changement climatique notamment. Et par contre, la limite de cet indicateur-là, c'est son incertitude liée au type de couvert végétal. C'est-à-dire qu'en fonction de l'occupation du sol, on a une marge plus ou moins importante d'incertitude. Et alors, on voulait terminer sur une dernière diapo de résultats sur le terrain, sur les mesures biogéochimiques, parce que c'est un effort très important. Et voilà, on voulait vous montrer quelques exemples avec, là c'est sur les mesures de matière organique, dynamique de la matière organique. Et c'est la variation de ces mesures-là dans le temps et dans l'espace. Pour chaque groupe de bar plot, vous avez différents transects, et qui vous montrent bien que ces mesures, il y a une très forte variabilité spatio-temporelle, et ça traduit bien alors déjà pour nous on est heureux parce que ça veut dire qu'on a bien sélectionné nos échantillons, nos transects, mais ça montre aussi que c'est indispensable de passer par des approches de modélisation spatiale pour pouvoir réussir à cartographier ça dans le temps et dans l'espace, parce qu'on a des dynamiques spatio-temporelles qui sont tellement fortes, tellement importantes, et ça demande un effort terrain très très important que c'est en pratique impossible d'évaluer les fonctions biogéochimiques des zones humides uniquement en se basant sur l'approche terrain. Par contre, c'est indispensable de faire ces mesures-là pour pouvoir calibrer les données issues de données de télédétection. Alors en conclusion et en perspective, on peut rappeler que ce projet repose sur une approche pluridisciplinaire avec différents labos de recherche en écologie, en télédétection, en biogéochimie. Un autre point important, c'est de rappeler qu'on intègre des données multisources qui sont en dites open data, donc des données libres, aussi bien des données de télédétection, les données Sentinelle 1, 2, ou les données Spot 6 qui sont fournies par Dynamis, que pour les données terrain, qui ont été notamment les relevés phytosociologiques. Ensuite, en perspective, on se pose aussi la question de la reproductibilité de l'approche à d'autres zones humides estuariennes, à savoir que ce qu'on a appliqué, là, ce qu'on teste sur l'estuaire de la Seine, est-ce que ça va marcher sur d'autres estuaires normands? Est-ce que ça va marcher sur d'autres estuaires de la façade atlantique? C'est une question. Il y a un point aussi qu'on voudrait aborder, c'est le dialogue avec les gestionnaires et les experts locaux, notamment pour la validation. Je sais qu'il y a par exemple les gestionnaires de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine qui sont là, donc ça serait intéressant d'en discuter. Et puis le dernier point, c'est l'apport de ces résultats pour l'amélioration et le suivi et la gestion des fonctions des zones humides sur le long terme, avec notamment, là il y a plusieurs thèses qui sont lancées.
une en télédétection et une en biogéochimie. Donc voilà, ce projet CAFES, il lance une dynamique dans les laboratoires de recherche qui sont impliqués. Voilà, donc on vous remercie pour votre attention. Merci à vous deux. On a le temps pour quelques questions. Oui, c'était un complément en fait, et un point que vous n'avez pas cité à propos du marais Vernier-Tourbeux, c'est que la zone humide dépend d'un règlement d'eau. Il y a donc un règlement d'eau qui permet de calibrer les niveaux d'eau dans l'ensemble du marais Tourbeux. Et l'existence actuelle de cette zone humide dépend de ce règlement d'eau. Le marais Vernier étant complètement en fait commandé par une vanne qui se situe sur le canal de retour. Et il est important donc de prendre en considération ce règlement d'eau qui pose notamment des problèmes d'usage ou de conflit d'usage, notamment avec les terres qui sont cultivées et qui le sont au détriment des prairies. Alors, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de comparer en fait les deux parties du marais Vernier. Le marais alluvionnaire, qui a un fonctionnement totalement différent, disons, en aval de la digue des Hollandais, à la gestion du marais Tourbeux. Oui, merci pour votre remarque. Effectivement, actuellement, la plupart en fait, des marais sont gérés de façon... Les niveaux d'eau sont souvent gérés de façon artificielle, et donc c'est le cas du marais Vernier. Et l'utilisation, la production de nos indicateurs, notamment la fréquence annuelle d'inondation, ça peut permettre aussi d'objectiver les débats sur la hauteur de la vanne et la durée d'inondation. Souvent, on dit il y a un conflit entre les agriculteurs qui voudraient abaisser le plus possible le niveau d'eau pour faire pâturer les vaches et des préoccupations plus écologiques pour le nichage des oiseaux d'eau, par exemple. Et la relation entre le niveau de la vanne et la surface inondée n'est pas forcément bien connue. Et là, c'est un exemple d'usage des indicateurs qu'on pourrait faire, effectivement. Anis Gelmami de la Tour du Vala, on est responsable justement de la cartographie des fréquences d'inondation. Et moi, je rejoins tout à fait ce que tu as dit, Sébastien, sur le fait de combiner ces résultats-là sur les fréquences et les durées d'inondation avec d'autres paramètres, notamment sur la biodiversité. On sait par exemple que la gestion artificielle de l'eau a un impact considérable sur certaines espèces, notamment les oiseaux nicheurs. Et nous, c'est ce qu'on essaie justement d'apporter en complément d'information, mais si on a des données aussi sur les suivis de ces espèces-là, qu'on pourrait aussi regarder par rapport à ces fréquences d'inondation, quel impact cette gestion artificielle a sur leur comportement, ça pourrait justement apporter des éléments importants et pertinents pour la gestion, en effet. Juste pour compléter, dans les indicateurs en fait, qui sont prévus pour d'être calculés, en fait, il y a une carte des usages pâture, fauche, des prairies par exemple. Donc ça va aussi apporter des éléments de réponse et ou de compréhension de ce qu'on observe. Florent Grasso. Donc, merci beaucoup pour la présentation. J'ai beaucoup apprécié le panel de voir ce qu'on peut faire à travers les images satellites. Donc je trouve que c'est une belle synthèse. Et je me demandais, est-ce que, je pense que vous avez dû commencer à le faire, combiner ces différentes sources d'informations, et entre autres quand vous présentiez le potentiel captage de carbone, donc ça dépendait du type de végétation. Apparemment, vous avez cette information aussi sur une autre couche. Est-ce que vous arrivez à les croiser pour affiner justement des types de produits plus pertinents ou plus détaillés ? C'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment. En fait, on va regarder, on va comparer tous les indicateurs et on va regarder la corrélation qu'il existe entre chaque variable. Par exemple, on s'attend à ce qu'il y ait une corrélation forte entre la fréquence d'inondation et l'humidité du sol. Et donc, on va en fait mettre en relation, d'un côté, tous les indicateurs spatialisés dérivés des données de télédétection, et de l'autre,
toutes les mesures de terrain ont été effectuées. Et donc on va faire ça à travers un modèle qui est censé prendre en compte les variations spatiales et temporelles. Voilà. Donc c'est un travail en cours à voir. En fait, on ne pouvait pas l'effectuer tant que les indicateurs n'étaient pas dérivés des données de télédétection. Maintenant, c'est chose faite. Donc on s'y attelle dès le mois de décembre. Romaric Vernet de l'Ifremer. En fait, avant la pause, on a parlé inondation, et là, on reparle inondation. Et donc, ma question, c'était est-ce qu'on peut réutiliser ces outils de télédétection, ou donc soit optique, soit radar, pour avoir des informations complémentaires pour les surfaces inondées? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que ça fonctionne? J'imagine que pour le Sentinelle, c'est compliqué parce qu'on a des nuages, alors ça nous gêne un peu. Peut-être pas. Enfin, voilà. Quel était votre avis là-dessus? Est-ce que c'est des informations qui sont pertinentes à croiser? Sur l'usage des indicateurs qu'on va calculer? Ouais, sur le côté inondation, c'est-à-dire impact des forts niveaux d'eau sur les débordements et donc l'inondation du limageur. Oui, en fait, effectivement, les présentations précédentes, les simulations d'inondation, les cartes d'inondation étaient basées sur des simulations de modèles, et donc qui généraient des incertitudes, hein, comme ça a été soulevé. Là, l'intérêt, effectivement, c'est que on peut être, les cartes de fréquence d'inondation sont basées sur des observations. Donc, il y a moins d'incertitudes, a priori, sur le patron spatial, mais par contre, on peut avoir de l'incertitude sur les zones qui sont faiblement inondées. Avec une faible... Quand il y a juste 3 ou 4 cm d'inondation, ça, c'est difficilement détectable par satellite. Par contre, on a vraiment une fréquence d'observation de 7 jours. Donc ça veut dire que s'il y a un pic de crue qui intervient entre ces deux observations, on ne le détecte pas. Donc je pense que les deux approches sont complémentaires entre la simulation et l'observation. Merci. Sur l'aspect période de retour du satellite, c'est vraiment ce qui est crucial. Jusqu'alors, on a regardé, on n'a pas réussi à trouver d'images satellites qui permettent de caractériser les événements les plus récents en termes d'emprise inondable. Voilà. J'imagine que ça dépend de l'échelle à laquelle on veut observer les conséquences, quoi. Enfin, toute image ne va pas être adaptée à toute échelle d'analyse, ouais. Quoi. Enfin, ouais. Moi, je me pose une question par rapport à votre carte sur le NDVI et donc l'estimation de la production primaire nette. Alors peut-être que je me trompe, mais pour moi, le NDVI ne fonctionne pas vraiment dans l'eau, puisque vous avez une réflectance qui ne fonctionne pas. Et vous êtes quand même sur des zones inondables, la preuve, on vient d'en parler. Et comment vous comptez intégrer ces temps d'inondation sur ces zones que vous allez étudier en production primaire, et donc où vous allez avoir des biais à ce niveau-là? En fait, quand les valeurs de NDVI, donc elles varient de -1 à 1. 1, c'est une très forte valeur, donc très forte productivité primaire annuelle, enfin très forte activité photosynthétique, pardon. Et -1, c'est des surfaces en eau. Il ne se passe rien. Et 0, c'est des sols nus. Et donc ce qu'on a fait, c'est que le NDVI, à chaque fois, on l'a reclassé. Toutes les valeurs négatives, on les a remises à 0. Et donc ça suppose que, du coup, le raisonnement qui est derrière, c'est que quand on considère que quand une surface est inondée, il n'y a pas de productivité primaire nette. Voilà, c'est discutable, très fortement discutable, mais on ne peut pas faire autrement avec les données dont on dispose. Oui, excusez-moi, je voulais juste donner un élément de réponse par rapport à la question précédente. Sur le niveau d'inondation, on parlait de couvert nuageux. Alors effectivement, là, c'est des séries temporelles d'images Sentinelle-1 qui sont des images radar et qui sont très peu sensibles au couvert nuageux qui sont utilisées. Et alors effectivement, il y a une problématique sur l'épaisseur très faible, quand il y a une très faible épaisseur. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des nouvelles missions spatiales, notamment la mission SWOT, qui permet de coupler la partie altimétrique et la partie contenue en eau et qui a une bonne résolution spatiale. Donc là, du coup, dans les prochains mois, on devrait pouvoir régler ce problème-là. Merci, Laurence. Il y a d'autres questions? Moi, je me posais la question sur
la compilation des jeux de relevés de végétation, puisque vous avez travaillé à la fois sur des relevés de végétation récents et puis sur des relevés de végétation un peu plus historiques. Je ne sais pas jusqu'où vous êtes remonté, et est-ce que, alors il y avait une correspondance en fait de logique de structuration de ces communautés végétales, et puis en gros, est-ce que c'était les mêmes types de relevés? C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez des relevés qui prenaient en considération le poids des espèces les unes par rapport aux autres, ou est-ce que c'était juste de la présence-absence? Voilà, est-ce que vous avez tenu compte de ça? Alors en fait, c'est Gwenel Perrin donc, qui a bancarisé toutes ces données-là et qui a vérifié la cohérence de chaque relevé. Il a fait un travail considérable là-dessus, que chaque relevé pouvait être utilisé pour notre méthode. Pour la cartographie des végétations, ce qu'il nous fallait simplement, c'était un rattachement à une unité typologique, que ce soit au niveau hiérarchique des classes, de l'ordre ou de l'alliance. Et pour après calculer les niveaux de trophie, etc., là, il nous fallait des relevés phytosociologiques. Et donc là, pareil, en fait, c'est pas les mêmes relevés. Enfin, c'est dans cette banque de données que sont pris dans ces relevés, mais tous les relevés vont pas servir à faire ça parce qu'on n'a pas le même niveau d'information. Et pour s'assurer aussi de la qualité de chaque relevé, en fait, on a comparé chaque relevé avec les images satellitaires que l'on a acquis pour le projet, et pour s'assurer que le relevé qui indique que c'est telle unité typologique soit bien avec ce qu'on voit sur les images, pour vraiment s'assurer de la cohérence des jeux de données et pas faire apprendre n'importe quoi au machine learning, bien évidemment. Voilà. Donc il y a vraiment eu un travail considérable derrière tout ça. C'est tout le problème des bases de données disponibles en archive ouvertes, c'est qu'il y a une grande quantité d'informations, mais il y a du bruit et parfois il faut faire du nettoyage. Mais néanmoins, on y gagne beaucoup. Voilà, ça représente quand même plus de la moitié des relevés qui ont été mobilisés. Donc c'est très très important, donc on est très heureux de pouvoir les mobiliser. Dernière question. Comment vous prenez en compte les différentes pratiques culturelles agricoles, que ce soit par exemple les prairies permanentes ou les champs en fait, qui sont cultivés, notamment tout ce qui est stockage carbone? Alors, votre question concerne comment on cartographie les différentes pratiques agricoles? Tout à fait. Voilà. Donc on utilise pour cela les profils temporels des séries satellitaires, des profils temporels annuels ou même pluriannuels, et on les calibre avec des données in situ. Donc, soit c'est des données qui vont être réalisées par des observations directes dans le cadre de ce projet, soit on peut aussi remobiliser les données du RPG pour calibrer les choses, ou des données Lucas, données européennes. Il y a quand même pas mal de relevés qui sont disponibles sur toute la France, dont l'estuaire de la Seine. Et donc après, c'est un modèle, pareil, qui va, en fonction de... Il va identifier un profil temporel type pour chaque type de... Par exemple, pour distinguer les prairies de fauche des prairies de pâture, ou des prairies mixtes, avec pâture et fauchée, ou pour distinguer les prairies permanentes et les prairies temporaires. Voilà. Comme on a l'info sur plusieurs années à un pas de temps très, très fin, et dans différentes bandes spectrales, on peut s'en sortir comme ça. Donc, comme tous les indicateurs, il y aura de l'erreur, c'est certain, mais ça sera quand même une information nouvelle. Et par contre, on est effectivement preneur, nous, si jamais vous avez des observations in situ, de les faire remonter au GIP. Ça peut être très très utile, parce que c'est pas des choses compliquées à voir sur le terrain, si c'est pâturé ou fauché à telle date. En gros, vous prenez un point GPS, vous dire telle parcelle à telle date, elle a été pâturée, ou elle a été fauchée. Telle parcelle a été fauchée entre tel jour et tel jour. Nous, c'est typiquement des informations qui sont très précieuses pour calibrer nos modèles et dont on ne dispose pas forcément. Donc voilà, on voulait profiter aussi de cette intervention pour dire qu'il ne faut pas... En fait, chaque acteur peut faire remonter des observations in situ au GIP, par exemple, qui nous les fait remonter, et ça permet de calibrer les modèles. Merci à tous les deux.